L'horloge affichait 8h42 quand Kendrick Robinson gara sa voiture sur le parking du tribunal municipal de Greenville, en Caroline du Sud. Le soleil du matin, déjà chaud, projetait de longues ombres sur l'asphalte, et Kendrick expira profondément. Il détestait être en retard. En tant que procureur fédéral, sa vie professionnelle était fondée sur la rigueur et la préparation. Mais ce matin-là, tout semblait conspirer contre lui. Rien n'était censé compliquer cette matinée. Il venait simplement contester une erreur dans un ajustement de taxes foncières sur la maison de sa grand-mère, une propriété qui, pour lui, représentait bien plus qu'un simple bien immobilier. C'était le cœur de son enfance, l'endroit où il avait appris la différence entre le bien et le mal, sous le regard vigilant de sa grand-mère. Vêtu d'un costume bleu marine parfaitement taillé et d'une chemise blanche impeccable, Kendrick avait l'allure d'un avocat chevronné. Pourtant, sa matinée avait été tout sauf paisible. Un appel urgent concernant une affaire de traite d'êtres humains avait bouleversé son emploi du temps. L'équipe de la défense avait déposé une requête de dernière minute, qu'il avait dû examiner et commenter avant de foncer vers le tribunal. Alors qu'il gravissait les marches du palais de justice, son téléphone vibra. Un message de son assistante au bureau du procureur. Le juge à Greenville est connu pour ne pas tolérer les retards. Sois prudent. Il soupira en rangeant son téléphone dans sa mallette. Pas de panique. Il avait les faits de son côté. Mais quelque chose dans ce message restait en lui. En entrant dans le bâtiment, il fut frappé par le contraste. Ce tribunal municipal n'avait rien de l'élégance des cours fédérales. Les murs ternes, les sièges usés, l'odeur persistante de vieux papiers et de café froid, malgré cela, l'endroit fourmillait de vie. Des gens allaient et venaient, dossiers sous le bras, visages tendus pour des amendes, des conflits mineurs, des litiges du quotidien. Il consulta sa montre, 8h50. 10 minutes pour trouver la salle d'audience. Il suivit les panneaux dans un couloir étroit, croisant des conversations murmurées. Salle 204 juge Charles Whitman indiquait une plaque en laiton. Kendrick ajusta sa cravate et entra. La salle était déjà bien remplie. Il trouva une place au fond, s'assit et ouvrit son dossier pour réviser ses preuves. Puis il leva les yeux, le juge faisait son entrée. Grand, cheveux argentés, yeux bleus perçants, Charles Whitman imposait le respect sans dire un mot. Son regard balaya la salle, attentif aux moindres détails. « Veuillez vous lever », annonça l'huissier. Tous obéirent. Kendrick aussi, le dos bien droit. Le juge appela les dossiers un par un, avec une froide efficacité. Kendrick observa attentivement, un homme d'âge mais rentra discrètement en retard, sans réaction du juge. Peu après, une jeune femme en tenue décontractée fit de même. Aucun mot, aucun reproche. Mais à 9h15, le nom de Kendrick résonna dans la salle. Il se leva, calme malgré la tension, et s'avança vers le pupitre. Le regard du juge se durcit aussitôt. L'atmosphère changea, plus tendue que pour les affaires précédentes. « Vous êtes en retard, monsieur Robinson », dit le juge d'un ton sec. « Pensez-vous que le temps du tribunal vaut moins que le vôtre ?» Kendrick leva légèrement les mains, paumes ouvertes, en signe de respect. « Votre honneur, je vous prie de m'excuser. Une urgence fédérale m'a retenu. » Les excuses ne justifient pas le non-respect, coupa le juge. Ici, c'est l'ordre et la discipline. Si vous ne pouvez pas comprendre cela, peut-être devriez-vous revoir vos priorités. Kendrick sentit les regards braqués sur lui. Il resta impassible, pesant chaque mot. Je comprends, monsieur le juge. Mais si vous le permettez, j'aimerais présenter mon dossier concernant l'ajustement fiscal. Le juge fit un geste de la main, agacé. Nous verrons cela. Mais d'abord, parlons du mépris. Le retard nuit à l'intégrité de cette cour. Vous êtes condamné à une amende de $750. Le silence tomba comme une lame. Kendrick serra discrètement la mâchoire mais garda un visage neutre. Des murmures se propagèrent dans la salle. Votre honneur, tenta-t-il, calme, puis-je m'expliquer? Le juge leva son maillet. Non. Considérez ceci comme une leçon de respect. Kendrick recula d'un pas, l'esprit en alerte. Il savait que ce moment dépassait le simple cadre d'un retard. Il jeta un regard rapide aux autres retardataires. Eux n'avaient rien reçu. Et tout à coup, il comprit que ce jour-là, ce combat n'était pas seulement administratif, mais aussi personnel. Aucun d'eux n'avait été réprimandé. La disparité était flagrante. Et Kendrick n'avait aucune intention de laisser passer ça.
De retour à sa place, il ouvrit son dossier, mais cette fois, il ne regarda pas les documents liés aux taxes foncières. Non. Il se mit à écrire, son stylo glissant rapidement sur le papier, alimenté par l'injustice qu'il venait de vivre. Pendant ce temps, le juge continuait d'enchaîner les affaires, la voix ferme, imperturbable. Mais pour Kendrick, c'était clair, cette matinée n'avait plus rien d'ordinaire. Assis au dernier rang, l'esprit en ébullition, il observait. Les minutes défilaient, les affaires aussi, mais il ne pouvait détacher son esprit de ce qu'il venait de vivre. Il repensait à cette amende de $750, prononcée avec autant de facilité que s'il s'agissait d'une formalité, et il ne pouvait ignorer le contraste criant, la jeune femme au premier rang, arrivée en retard, tapotait sur son téléphone sans la moindre remarque. L'homme en blazer gris, désormais au pupitre, était arrivé bien après le début de la session. Et pourtant, le courroux du juge semblait n'avoir visé qu'un seul homme ce matin-là. Kendrick savait reconnaître un schéma quand il en voyait un. Et ce schéma-là, il l'avait vu trop de fois. Il reprit ses réflexes d'avocat. L'amende, d'un montant excessif pour un simple retard, semblait presque punitive. Il observa les visages autour de lui, stupeur, malaise, curiosité. Il n'était pas le seul à avoir remarqué. Mais personne n'osait parler. Affaire suivante, annonça le juge. Le nom de Kendrick résonna à nouveau dans la salle. Il se leva, d'un pas calme et assuré, et retourna au pupitre. Le juge le fixait, le regard aussi tranchant qu'auparavant, comme s'il cherchait la moindre faille. « Votre honneur, commença Kendrick, je vous présente ici les documents relatifs à l'ajustement fiscal contesté. Cette maison est dans ma famille depuis plusieurs générations, et les récentes modifications ne correspondent pas aux évaluations précédentes. » Il ouvrit son dossier, révélant une organisation impeccable de preuves, de photos, de relevés. Il désigna une page. Ici, vous voyez l'évaluation des 5 dernières années, restée constante. L'augmentation récente de 30% n'a été ni justifiée, ni notifiée correctement. Le juge s'appuya dans son siège, l'air désintéressé. Je l'examinerai en temps voulu, monsieur Robinson. Mais ce matin, c'est votre retard qui nous préoccupe. Pensez-vous réellement que vos obligations fédérales justifient un manque de respect envers cette cour? Kendrick resta parfaitement maître de lui. Je ne cherche aucunement à manquer de respect, monsieur le juge. Mon retard est dû à une affaire fédérale urgente, impliquant un réseau de traite d'êtres humains. Une affaire, je pense, que nous jugeons tous prioritaire. Les yeux du juge se plissèrent. Son ton resta froid. Aussi noble soit votre mission, elle ne vous dispense pas du respect des règles. Le tribunal a ses procédures, et elles existent pour une raison. Mais ce n'étaient pas les mots du juge qui frappèrent Kendrick. C'était ce qui n'était pas dit. Ce regard. Ce ton. Comme si, peu importait ses explications, son parcours ou son intégrité, ici, rien de cela ne comptait. Il inspira profondément. Je comprends l'importance des règles, monsieur le juge. Mais permettez-moi de poser une question, ces règles sont-elles appliquées de manière équitable à tous dans cette salle? Un frisson d'inconfort traversa la pièce. Le juge se raidit, son visage se colorant. Remettez-vous en question l'intégrité de ce tribunal, monsieur Robinson? Je demande simplement de la clarté, répondit Kendrick, posé. Il est crucial de garantir l'équité. Pour moi, mais aussi pour chaque personne ici présente. Le maillet du juge s'abattit, sec et sonore. Je ne tolérerai aucune accusation contre cette cour. L'amende est maintenue. Kendrick inclina doucement la tête, le visage impassible. Merci, monsieur le juge. Il retourna à sa place, sentant tous les regards braqués sur lui. Il perçut dans les yeux de certains un respect discret, dans ceux d'autres une peur sourde. Ce n'était pas la première fois que Kendrick faisait face à une autorité teintée de préjugés. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. L'atmosphère avait basculé. Les gens avaient vu. Et ils attendaient. Discrètement, Kendrick sortit son téléphone. Il commença à prendre des notes. Ce combat ne se terminerait pas ici. Pas aujourd'hui. Autour de lui, le tribunal poursuivait son cours, mais sa simple présence avait déjà modifié l'ambiance. Un vieil homme noir, 2 rangs plus loin, tourna légèrement la tête. Un regard. Silencieux. Complice. La greffière, derrière son clavier, montrait des signes de nervosité. Parfois, ses doigts s'arrêtaient un instant.
Quand la séance fut levée, Kendrick ne se leva pas tout de suite. Il observa comment les gens quittaient la salle. Certains le dos droit, d'autres plus hésitants. Mais tous marqués. Dans un coin, une étudiante en droit écrivait frénétiquement. Son regard brillant d'admiration et de détermination. Kendrick quitta la salle d'audience, sa mallette à la main, l'esprit déjà en mouvement. Ce n'était plus une simple affaire de taxe foncière. Ni même une question d'amende. C'était devenu bien plus grand. Quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Dehors, l'air frais ne faisait rien pour alléger la tension qui l'habitait encore. Autour du palais de justice, la routine reprenait son cours, les allées et venues anonymes des procédures quotidiennes. Mais dans l'esprit de Kendrick, une décision était en train de se former. Il s'arrêta un instant sur les marches, fixant son téléphone. Son pouce planait au-dessus du contact de son assistante au bureau du procureur fédéral. « Pas encore », murmura-t-il. Il se décala, ouvrit son carnet, relut ses notes. Ce qu'il avait vu, ce qu'il avait vécu dans la salle du juge Whitman, ce n'était pas un incident isolé. C'était un système. Une structure profondément enracinée. Et Kendrick sentait que cette journée pouvait être le point de départ d'un dossier bien plus vaste. De retour dans sa voiture, il ouvrit sa mallette. Il en sortit son badge. L'insigne doré du procureur fédéral reflétait les rayons du soleil. Il venait de prendre sa décision. C'était le moment. Quand il revint dans la salle, la majorité des affaires du matin étaient déjà traitées. L'atmosphère était plus calme. Quelques personnes feuilletaient encore des papiers, attendant leur tour. Le juge Whitman lisait des documents, l'air concentré, mais fatigué. Kendrick s'avança, calme, déterminé. Badge et carte d'identification en main. En le voyant s'approcher, la greffière leva les yeux, interrompant son frappe-clavier. Le juge leva la tête à son tour, visiblement agacé. « Monsieur Robinson, la session est terminée. Si vous avez d'autres questions, il vous faudra prendre rendez-vous, dit-il sèchement. » « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le juge, répondit Kendrick, d'une voix posée mais ferme, je pense qu'il est important de me présenter officiellement. Il leva son badge, s'assurant que toute la salle pouvait le voir. Je suis Kendrick Robinson, procureur adjoint des États-Unis pour le district nord de la Caroline du Sud. Cela fait plus de 10 ans que je travaille pour le département de la justice, sur des affaires de traite humaine, de corruption et de violation des droits civiques. Le juge se figea. Ses mains s'arrêtèrent. Son visage perdit un peu de couleur. Autour, les quelques personnes encore présentes suspendirent leur souffle, attentives, curieuses. Si j'étais en retard ce matin, c'est à cause d'un dossier fédéral urgent. Et même si je respecte les procédures de votre cour, je ne peux pas ignorer les disparités que j'ai observées aujourd'hui. Le visage du juge se durcit. Monsieur Robinson, si vous estimez qu'une erreur de procédure a eu lieu, vous êtes libre de déposer une plainte formelle. C'est déjà en cours, répondit Kendrick, en montrant son carnet. Et je ne parle pas uniquement de mon traitement personnel. J'ai relevé des différences claires dans la manière dont d'autres personnes en retard ont été traitées, notamment selon des lignes raciales. Sa voix restait calme. Maîtrisée. Mais chaque mot portait un poids. En tant qu'officier de justice, j'ai le devoir de signaler tout signe de partialité ou de discrimination. Le juge se renversa légèrement dans son fauteuil, mal à l'aise. Êtes-vous en train d'accuser ce tribunal de faute professionnelle, monsieur Robinson? Je rapporte ce que j'ai vu, monsieur le juge, répondit Kendrick, sans hausser le ton. J'ai consacré ma carrière à faire en sorte que la justice soit appliquée de manière égale, quel que soit l'individu. Ce que j'ai vu ce matin soulève de sérieuses inquiétudes. Le silence dans la salle était total. La greffière hésitait à reprendre sa saisie. L'étudiante en droit, au fond, notait frénétiquement chaque phrase, fasciné par la scène. Le juge tout sauta, tentant de reprendre le contrôle. Ce tribunal prend ses sujets au sérieux. Si vous pensez qu'une erreur a été commise, adressez-vous aux canaux appropriés. Kendrick posa calmement son badge sur le pupitre. C'est ce que je compte faire. Mais je crois aussi que ce moment est une opportunité. Une opportunité de réfléchir à la manière dont nous appliquons l'égalité et la justice dans chaque salle d'audience. Le juge se raidit, agrippant les accoudoirs de son siège. Lui, qui présidait cette cour depuis des décennies, voyait son autorité soudainement remise en question, et pour la première fois, il semblait déstabilisé.
Vous pouvez disposer, monsieur Robinson, dit-il, plus bas cette fois. Kendrick ramassa son badge, inclina légèrement la tête. Merci, monsieur le juge. Je veillerai à ce que tout cela soit suivi correctement. Il quitta la salle, une seconde fois. Et cette fois encore, tous les regards l'accompagnaient. Mais ce regard-là, ce n'était plus de la surprise. C'était du respect. Ce qu'il venait de faire n'était pas seulement un acte pour lui-même. C'était un défi lancé à un système qui refuse trop souvent de se regarder en face. Dehors, il sortit son téléphone. Et sans attendre, il commença à rédiger un email détaillé à son bureau. Chaque observation. Chaque mot. Chaque regard. Tout était là. Et cette fois, il irait jusqu'au bout. Chaque interaction. Chaque inégalité observée. Kendrick les avait notées une à une. Et au moment où il appuya sur « Envoyer », il le savait, ce n'était que le début. L'email qu'il avait rédigé cet après-midi-là circula bien plus vite qu'il ne l'aurait cru. Dès le lendemain matin, son téléphone vibra. Un appel du bureau du procureur fédéral. À l'autre bout du fil, Julia Harper, sa supérieure. Une avocate redoutable, au franc-parler légendaire et à l'expérience forgée par des décennies dans la justice. « Kendrick, j'ai lu ton rapport, dit-elle, d'un ton mêlant gravité et curiosité. Si ce que tu décris est exact, ce n'est pas un simple incident. C'est peut-être un signe de partialité systémique. C'est exactement ce que je pense, répondit Kendrick. Ce n'était pas subtil. C'est un schéma que j'ai déjà vu ailleurs. Et je suis loin d'être le seul à l'avoir vécu. Julia soupira longuement. Je vais contacter la commission de révision judiciaire. Il faudra gérer ça avec tact, mais aussi avec rigueur. En attendant, rassemble le maximum de preuves. Si ça devient public, il faut qu'on soit prêt. L'appel terminé, Kendrick se mit au travail. Il passa des heures à reconstituer chaque détail de cette audience. Il consulta les archives publiques, analysant les verdicts, les montants des amendes, les décisions prises par le juge Whitman au fil des ans. Des motifs apparurent. Des écarts. Des chiffres qui parlaient d'eux-mêmes. Les amendes infligées aux accusés noirs étaient, en moyenne, 3 fois plus élevées que celles imposées aux accusés blancs pour des infractions similaires. Les blancs recevaient souvent des avertissements ou des réductions. Les noirs, eux, faisaient face à des sanctions lourdes. Kendrick contacta des collègues, des membres de la communauté, des avocats qui avaient plaidé devant Whitman. Les témoignages affluèrent. Certains confiaient à voix basse, d'autres livraient avec une rage froide. Une jeune femme noire raconta avoir reçu une lourde amende pour un simple stationnement interdit. Un homme blanc, avec plusieurs infractions, avait écopé d'une somme dérisoire. Un autre témoignage évoquait le juge interrompant systématiquement les accusés noirs, les empêchant d'exposer leurs arguments. En quelques jours, la commission de révision judiciaire ouvrit une enquête formelle. Des enquêteurs débarquèrent au tribunal, demandant des dossiers vieux de plusieurs années. Ils interrogèrent le personnel. Et c'est là qu'apparut une pièce essentielle. Madame Thompson, la greffière de la cour, tremblante, remit un petit carnet qu'elle gardait caché dans un tiroir depuis des années. « Ce sont mes notes », avoua-t-elle. À chaque fois que quelque chose me dérangeait, je l'écrivais. J'ai eu peur. Mais je ne peux plus me taire. Date? Non. Incident. Le tout méticuleusement consigné. Et ce n'était pas tout. James Wilson, huissier en poste depuis 15 ans, parla lui aussi, avec une voix basse mais assurée. J'ai toujours vu ces différences. J'ai toujours su que c'était injuste. Mais je ne pensais pas pouvoir faire quoi que ce soit. Pendant ce temps, l'affaire fuyait dans la communauté locale. Une étudiante en droit, témoin direct de l'échange dans la salle d'audience, publia un récit détaillé sur les réseaux sociaux. En quelques heures, la publication devint virale. L'indignation monta. Les médias locaux suivirent. Puis les nationaux. Les gros titres s'enchaînèrent. Préjugé au tribunal de Greenville, un procureur fédéral remet en question le comportement d'un juge. Justice biaisait le combat de Kendrick Robinson pour l'égalité. Kendrick devint malgré lui le visage d'un combat plus grand que lui. Il reçut des appels de journalistes en continu. Mais il resta concentré. Il travaillait main dans la main avec la commission pour centraliser les preuves. Ce qu'ils découvrirent était accablant. Sur 5 années,
le juge Whitman avait sanctionné les accusés noirs en moyenne 300% plus sévèrement que les accusés blancs pour des faits comparables. Les retards des accusés blancs passaient sous silence. Ceux des accusés noirs entraînaient des remontrances, voire des amendes. Et les demandes de clémence, comme des délais de paiement, étaient bien plus souvent refusées aux minorités. Julia rappela Kendrick en fin de semaine. Les résultats sont accablants, dit-elle. Et les chiffres sont incontestables. C'est un système biaisé. Quelle est la suite ? Demanda Kendrick. On va transmettre le dossier au Conseil judiciaire de l'État. Et Kendrick, les médias ne vont pas lâcher cette histoire. Prépare-toi. Kendrick hocha lentement la tête. Il était épuisé. Mais déterminé. Ce combat était devenu bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Et il ne comptait pas s'arrêter là. Les preuves n'étaient pas que statistiques. Elles étaient profondément humaines. Des anciens prévenus prirent la parole, certains publiquement, d'autres anonymement, pour raconter leurs histoires. Une mère noire raconta comment elle avait été condamnée à 500 $ d'amende pour avoir contesté un simple litige de zonage, malgré des preuves claires que la faute venait de la ville. Un jeune homme décrivit comment le juge l'avait humilié en plein tribunal, remettant en cause sa motivation au travail, avant de rejeter une affaire identique impliquant un prévenu blanc quelques minutes plus tard. Les associations locales s'en mêlèrent. Elles organisèrent des rassemblements devant le tribunal de Greenville. Les pancartes disaient « La justice doit être aveugle, stop au biais judiciaire ». Kendrick, lui, évitait la scène publique. Mais il ne pouvait ignorer la portée de ce qui se jouait. À l'intérieur du tribunal, la pression montait. Des membres du personnel ayant travaillé sous le juge Whitman pendant des années commencèrent à parler. Madame Thompson, la greffière, devint une pièce centrale de l'enquête. Ses notes détaillées, croisées avec les archives judiciaires, dressaient un tableau accablant de partialité sur plusieurs décennies. « Je n'aurais jamais cru que quelqu'un m'écouterait », dit-elle aux enquêteurs. Mais maintenant que tout sort, je ne peux plus me taire. Même James Wilson, huissier, fit une déclaration publique. « J'ai vu ce genre de traitement pendant des années, affirma-t-il. C'est injuste. Et il est grand temps d'agir. » Le juge Whitman, de plus en plus isolé, tenta d'abord de minimiser les accusations, parlant de malentendus. Mais face à l'accumulation des preuves, il passa en mode défense. Il publia une déclaration rare, exprimant ses regrets pour toute action non intentionnelle ayant pu causer du tort. Mais les mots sonnaient creux. De son côté, Kendrick continuait son travail de procureur fédéral. Il restait concentré, malgré les appels, les emails, les lettres qui affluaient du pays entier. Certaines offraient du soutien. D'autres racontaient des injustices similaires, vécues ailleurs. Une lettre marqua particulièrement Kendrick, un avocat retraité d'Alabama écrivait. « Pendant des années, j'ai vu les mêmes injustices que vous. Mais je n'ai jamais eu le courage de parler. Merci de l'avoir fait pour nous tous. » Le mouvement dépassa bientôt les frontières de Greenville. D'autres juges furent examinés. Les médias, les militants, les juristes s'emparèrent du sujet. Le comité de supervision judiciaire de l'État lança un audit généralisé des tribunaux municipaux. À la fin du mois, le rapport préliminaire de la commission d'enquête tomba. Le constat était sans appel, les actions du juge Whitman n'étaient pas des anomalies. Elles étaient le symptôme d'un problème plus profond. Le rapport appela à des réformes immédiates, formations obligatoires sur les biais inconscients pour les juges, audit régulier des décisions judiciaires, création de comités indépendants de surveillance. La pression devint trop forte. Menacé par une audition publique et des sanctions, le juge Whitman annonça sa démission. Sa déclaration fut brève. « Je pense qu'il est dans l'intérêt de ce tribunal et de cette communauté que je me retire. » Pour certains, c'était un aveu de culpabilité. Pour d'autres, une première étape vers la réparation. Pour Kendrick, c'était un moment de vérité, pas de triomphe. Le départ du juge n'était que le début. Le vrai travail commençait maintenant. Il fut invité à prendre la parole dans des universités de droit, des forums citoyens, des conférences juridiques. Son histoire inspirait, surtout les jeunes avocats issus de minorités. Lors d'un de ces événements, une étudiante noire l'aborda timidement après son intervention. « Vous m'avez montré que le droit, ce n'est pas seulement des règles. C'est des gens. Et maintenant, j'ai une raison de me battre. » Kendrick sourit, touché. La lutte ne fait que commencer. Mais si chacun fait sa part, on peut changer le système.
3 mois plus tard, le palais de justice de Greenville avait changé. Les murs ternes avaient été repeints. Une nouvelle table d'accueil accueillait les visiteurs. Des panneaux multilingues indiquaient des services jusque-là invisibles, aide juridique, plan de paiement, guide de procédure. À l'entrée, une plaque discrète avait été installée, l'égalité devant la justice est un droit pour tous. À l'intérieur, le changement était encore plus profond. Le juge Whitman n'était plus là. Il avait été remplacé par un magistrat plus jeune, connu pour son équité. Tous les agents du tribunal suivaient désormais une formation obligatoire sur les biais inconscients. Kendrick, debout au fond de la salle rénovée, attendait son tour pour prendre la parole devant un groupe de juges et d'avocats locaux. Il ressentait un mélange de fierté et de prudente espérance. Le changement avait commencé. Mais la route était encore longue. Son combat avait déclenché une vague bien au-delà de Greenville. D'autres comités judiciaires, ailleurs dans le pays, avaient lancé leurs propres réformes. Des audits obligatoires étaient instaurés. Des comités de surveillance indépendants voyaient le jour, composés de juristes, d'anciens justiciables, de citoyens engagés. Dans le bureau de Kendrick, l'élan se faisait sentir. Son amende, celle du fameux matin, était désormais encadrée au mur. Pas comme un trophée. Comme un rappel. Un rappel de ce qu'il avait choisi de défendre. Juste en dessous, une photo. Un groupe d'étudiants en droit, souriants, ayant lancé une clinique juridique sur les droits civiques, en son honneur. Dans la communauté aussi, l'impact se faisait sentir. James Wilson, l'huissier vétéran, dirigeait désormais les formations sur les biais pour les nouveaux agents. Notre rôle, ce n'est pas juste de maintenir l'ordre, disait-il lors d'une session. C'est de garantir que chaque personne ici soit traitée avec dignité. Et si vous voyez une injustice, vous parlez. Se taire, c'est être complice. Madame Thompson, la greffière, avait été promue. Elle dirigeait désormais un programme sur les bonnes pratiques éthiques au tribunal. Elle formait, encadrait, transmettait. Kendrick, lui, enseignait désormais dans une faculté de droit voisine. Un séminaire sur l'éthique et les droits civiques dans la justice. Ses étudiants restaient souvent après les cours, lui posant des questions, partageant leurs idées. Un jour, une jeune fille s'approcha, un cahier rempli de propositions. Selon vous, quelle est la chose la plus importante à faire pour rendre la justice plus équitable? Kendrick réfléchit, puis répondit simplement. Écoutez. Écoutez ceux qui passent par nos tribunaux. Et surtout, écoutez ceux qui n'osent pas parler. C'est là que commence le vrai changement. Bien sûr, tout le monde n'applaudissait pas. Certains magistrats voyaient d'un mauvais œil les nouveaux contrôles. Mais les résultats étaient là. En moins d'un an, les écarts ratios dans les sanctions avaient chuté. Les plans de paiement étaient acceptés plus souvent. Et les justiciables disaient, pour la première fois, se sentir respectés. Mais pour Kendrick, les moments les plus forts venaient toujours de ceux qui osaient venir le remercier. Un homme noir âgé, présent le jour de l'audience fatidique, revint au tribunal pour lui dire « Je viens ici depuis 40 ans. J'en ai vu des injustices. Mais jamais je n'aurais cru vivre assez longtemps pour voir quelqu'un dire « ça suffit. Merci de nous avoir redonné espoir. » Un matin, Kendrick reçut une lettre. Elle venait d'une jeune avocate de Chicago. Elle avait lu son histoire. Et lancé sa propre enquête sur les billets dans son tribunal local. Sa lettre se terminait par une phrase simple. « Votre prise de position m'a rappelé pourquoi je suis devenue avocate. » Kendrick relut la lettre. Puis la glissa dans un dossier qu'il avait nommé Impact. Il s'adossa à son siège. Il comprit que, depuis le début, il ne s'était jamais agi de lui. Mais des milliers de voix longtemps ignorées. Des voix que, désormais, on commençait enfin à écouter. Des mois plus tard, Kendrick revint là où tout avait commencé. Mais pas pour plaider. Il avait été invité à inaugurer un nouveau centre d'éthique judiciaire, partiellement baptisé en son honneur. En montant à la tribune, il regarda la foule. Juges, avocats, greffiers, citoyens. Tous réunis. La justice ne se résume pas aux lois, dit Kendrick. Elle se mesure à la manière dont on traite les gens. À l'équité. À la dignité. Au respect. Et à la certitude que chaque personne, peu importe son origine, c'est qu'elle compte. L'ovation fut immense. Mais Kendrick ne regardait pas les applaudissements. Il regardait les visages.
Et dans ces visages, il vit l'espoir. La volonté. Et les prémices d'un vrai changement. Il savait que la lutte n'était pas finie. Mais il savait aussi, avec certitude, que ce jour-là, ils avaient fait un pas dans la bonne direction.